Salam alaikum. C'est un Waalaikum plaisir salam. d'être là avec tous les amis. Et je tiens à prendre une minute pour féliciter toute l'équipe du système nerveux autonome qui ont fait un très grand boulot, qui ont énormément de publications un peu partout. Et c'est frustrant de voir, par exemple, que la prostigmine et tout ça, ça n'est pas encore abouti, alors qu'on est convaincu que ça pourra aider énormément de gens. Je suis sûr que toute l'équipe et à leur tête, professeur Benjeloun, Halima, vont œuvrer pour qu'on puisse utiliser en pratique. En tout cas, félicitations. Merci. Et j'ai été personnellement impliqué dès le début du système nerveux autonome et je voudrais commencer par deux diapositives qui remontent à, je dirais, 23 ans ou 24 ans, quand la première réunion qu'avait initiée Madame Benjeloun, si elle se souvient bien, on l'avait fait à Cheikh Zayed, il y avait le professeur Koglan. Et je voudrais commencer par deux diapositives très anciennes qui nous rappellent un petit peu les principes. C'est celle-là. La première diapositive, c'est que le système sympathique et parasympathique, dans les activités normales, se balancent comme un frein et un accélérateur, et qu'il y a cette balance qu'on appelle sympatho-vagale, et pendant le sommeil, eh bien, c'est le parasympathique qui prend le dessus, comme on peut le voir ici, et le sympathique qui diminue, c'est le repos de l'accélérateur, et on va freiner les activités, freiner la fréquence cardiaque et beaucoup d'effets parasympathiques. Par contre, quand on fait un effort, eh bien, on appelle notre sympathique et le parasympathique est au repos. Par contre, quand il y a une dysautonomie, c'est la partie de droite, quand il y a une dysautonomie, eh bien, il y a un dérèglement. À la rigueur, si on voulait simplifier énormément, on va dire c'est comme si en véhicule, vous freinez, vous accélérez en même temps, vous risquez de couler le moteur si vous faites marcher les deux en même temps. Sinon, d'autres dysautonomies seraient, eh bien, l'hyperexpression du parasympathique, et surtout pendant le sommeil, mais aussi la journée, et le sympathique qui devient très timide. Et à l'effort, lorsqu'il y a une dysautonomie, parfois on est hyper sympathique et le parasympathique est très timide. Et là, nous avons une hypertonie sympathique. Cette hypertonie sympathique, elle cause beaucoup de dégâts allant de l'HTA au diabète, à l'insuffisance cardiaque. Et c'est notre sujet aujourd'hui. C'est notre sujet, l'hypertonie sympathique et HTA. Eh bien, voilà comment on répondait il y a 22 ans. C'est une diapo tirée de la première présentation que j'avais faite, que m'avait demandé Halima il y a 23 ans. Et on se réjouit qu'on ait beaucoup avancé. Eh bien, on disait simplement que le stress mental, physique, l'hypovolémie, les anomalies des barorécepteurs, et regardez, on parlait déjà il y a 25 ans des anomalies des barorécepteurs, stimulent le système sympathique, et cette stimulation du sympathique augmentait bien sûr les résistances, la pression, l'hypertrophie des fibres musculaires et finalement hypertension artérielle. C'est tout ce qu'on pouvait dire à l'époque, et heureusement que la science a progressé. Je dirais qu'elle a progressé parce qu'il fallait répondre à une question importante quand on parle d'HTA et système sympathique, c'est que cet excès de sympathique, il fallait tout d'abord le mettre en évidence. Il fallait prouver que l'excès du système sympathique est lié à l'hypertension artérielle. Et je crois que Madame Benjeloun était l'une des premières, sinon la première, à publier ce papier-là sur les réponses sympathiques dans l'HTA essentiel. Et c'était la preuve en quelque sorte qu'il y avait un lien inéluctable entre le système sympathique et l'hypertension artérielle.
un beau travail qui avait comparé une population d'hypertendus et une population de personnes qui n'avaient pas d'hypertension artérielle, dans le but, grâce au test du SNA, de prouver qu'il y avait une hypertonie sympathique liée à l'hypertension artérielle. Donc, et puis par la suite, il y a eu d'autres études qui ont complété ça. Et sans rentrer dans le détail des études, je voudrais juste dire que ce qui avait été utilisé, c'est l'orthostatisme, le hand grip et le deep breath pour le parasympathique. Et ce qui en ressortait de tout ça, voici ce qu'il en ressortait. C'est que l'activité sympathique, périphérique, alpha, et qu'on pouvait évaluer par les deux tests qu'on a montrés, le hand grip et le tilt test. Le hand grip et le tilt test d'orthostatisme, ces deux-là ont pu prouver une activité sympathique, périphérique, alpha, très élevée chez les personnes hypertendues par rapport aux non hypertendues. Deuxièmement, l'activité nerveuse sympathique centrale alpha, par le biais du mental stress, c'est-à-dire on peut lire à une personne un texte qui est stressant et on voit un petit peu ce que va faire l'activité sympathique, on va la mesurer, elle est augmentée également dans l'HTA. Et l'activité nerveuse parasympathique qui est évaluée par le deep breath, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Madame Angeloun qu'on devrait faire pour les insuffisants cardiaques avant et après leur avoir fait leur rééducation, c'est mesurer l'importance de l'hypertonie vagale. Et là, ce qu'on peut constater chez les hypertendus, que l'hypertonie vagale, elle est diminuée, elle est très diminuée par rapport à une population normale. La conclusion du papier, et là je vous remontre un petit peu le hand grip qui va évaluer un petit peu le sympathique, et vous voyez que les hypertendus avaient une activité plus forte. Ici, ça c'est le stress écho, et on voit bien également que les personnes hypertendues ont une activité à l'éco-stress plus importante. Et enfin, le deep breath, donc l'étude du parasympathique, les hypertendus ont un parasympathique beaucoup plus timide que les sujets normaux. Je crois que c'était déjà une étape très importante de prouver qu'il y a un lien entre le système sympathique et l'hypertension artérielle. Et il y a eu d'autres études, ici c'était en 2007-2008, et on avait conclu, l'équipe du SNA de Mme Geloun avait conclu que le système sympathique est augmenté dans l'HTA et le parasympathique est diminué. C'était en 2008. Ensuite, il y avait 2 ans après, en 2010, sympathetic neural activity, donc l'activité sympathique du système sympathique dans l'hypertension, et ils ont montré dans cette étude que l'activation du système sympathique favorise le développement, la progression de l'hypertension et ses complications. Donc vous voyez que fierté, j'allais dire un peu à l'image de l'équipe du SNA, à l'image du Maroc, et Halima à l'image de Regragui, eh bien, des bonnes choses. Et on a prouvé, si on peut dire, nous, c'est l'équipe du SNA a pu prouver ce lien entre système sympathique et hypertension artérielle dans le développement, la progression et les complications. Maintenant, la question qui se pose, c'est cette activation du système sympathique. On a fait le lien avec l'HTA, le diabète et l'insuffisance cardiaque. Le lien est fait, c'est certain. On va le symboliser comme ça. Mais la question qui se posait, c'est la deuxième étape. Eh bien, qui donne quoi? Est-ce que c'est le système nerveux sympathique qui entraîne l'hypertension, ou c'est l'hypertension qui a causé l'élévation de l'hypertonie sympathique? On sait qu'il y a le lien, mais qui est le premier? Ben c'est un petit peu comme l'œuf et la poule.
quel est le premier, l'activation sympathique ou l'hypertension? Et là, la question est corsée. Il va falloir démontrer ça de façon très scientifique et mathématique. Et c'est un petit peu la deuxième partie, c'est l'excès du système sympathique comme cause d'hypertension artérielle. Et là, la partie n'est pas franchement gagnée parce qu'il y a eu des études en 2018 qui mesurent l'activité du sympathique et du parasympathique à partir de chaque battement cardiaque, ce qui est phénoménal et qui pourrait beaucoup nous aider à quantifier ce système sympathique. Et il y a eu d'autres méthodes de quantification de l'hyperinnervation sympathique et d'énervation dans des conditions particulières. C'est dire qu'aujourd'hui, ces dernières années, 2017, 18, 19, 20, on est en train d'évaluer, de quantifier. On veut vraiment répondre à cette question. Quel est le premier? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que le système sympathique contribue, est une cause à l'hypertension? Eh bien, on va l'appeler le système nerveux sympathique primaire parce que on va dire que c'est la partie innée qui est génétique et qui, à partir de ça, eh bien, va moduler et cautionner l'hypertonie sympathique. À côté de ça, nous avons, et on le sait, on vient de le voir, la rééducation, l'exercice cardio-respiratoire, la fonction cardiaque, l'activité physique, l'IMC, on le sait, c'est démontré qu'ils sont totalement liés au système sympathique. Ils vont causer une augmentation de l'activité sympathique et en quelque sorte, on va dire tous les facteurs de risque cardiovasculaire, en tout cas pour la plupart, il a été démontré qu'il y a un lien entre ces facteurs et le système sympathique. Plus il y a d'obésité, plus il y aura d'activité sympathique. L'activité physique, lorsqu'elle diminue, le sympathique augmente. La fonction cardiaque, on l'a vu dans l'insuffisance cardiaque, quand elle diminue, le sympathique augmente. Et la fitness, la bonne condition cardio-respiratoire, quand elle est mauvaise, quand c'est un facteur de risque, le système nerveux augmente. Mais ce qui augmente, ce n'est pas le primaire, c'est, on va dire, tout ce qui est un petit peu secondaire, qui vient appuyer ce qui est génétique. Nous avons cette partie innée en nous d'activité sympathique et une autre partie qui est conditionnée par nos facteurs de risque. Et finalement, c'est l'ensemble de tout ça qui va activer le sympathique, augmenter les résistances, la fréquence cardiaque et aboutir à l'HTA, mais pas seulement au diabète, à l'insuffisance cardiaque. On le sait, c'est le début des maladies cardiovasculaires avec l'athérosclérose et la mortalité. Mais on ne va pas dire pour compliquer, mais pour compléter le tableau, il y a d'autres paramètres qui influent sur le système nerveux sympathique. Quand on a de la fièvre, quand il y a une hypercapnie, quand il y a une désaturation, et vous voyez, toutes ces conditions vont influer et activer en plus le système nerveux sympathique, et c'est ce qu'on appelle le sympathique tertiaire. Maintenant, franchement, le plus important, parce qu'aujourd'hui, on sait que la partie de gauche sur les facteurs de risque, qu'on sait que si on l'améliore, on améliorera les conditions cardiovasculaires, on va réduire la mortalité. On sait que la partie tertiaire aussi, en réglant tout ça, on va améliorer un petit peu les conditions cardiovasculaires. Et je prends comme exemple quelqu'un qui a de la fièvre, qui a une virose, qui a un syndrome inflammatoire. Tous ces paramètres vont activer en plus le sympathique et ce surplus de sympathique peut déclencher carrément un infarctus du myocarde et la mortalité, on le sait. Donc, on sait agir contre les facteurs de risque,
On sait qu'on doit agir sur les secondaires, sur les tertiaires, mais le primaire, vraiment, c'est ce qui est difficile à déterminer et faire la part de ce qui est secondaire, de ce qui est primaire. Parce que il faudrait bien réussir à réduire le primaire si on voudrait réduire la mortalité cardiovasculaire. Pour l'instant, donc, on n'y est pas encore pour dire ce monsieur ou cette dame a une hypertonie intrinsèque, primitive de son système sympathique et faire la part des choses par rapport aux facteurs de risque et aux secondaires et aux tertiaires. Ça, c'est un petit peu l'actualité. Et on passe un petit peu à la suite, c'est-à-dire cet excès de sympathique le plus important pour nous, puisqu'on a un peu rêvé cette dernière diapositive de faire la part des choses du secondaire, tertiaire, primaire dans le sympathique pour agir. Mais ce qui est pratique, et je voudrais réserver un petit peu le reste du temps sur ce qui est pratique, c'est qu'on voudrait, est-ce qu'on peut utiliser et bloquer ça comme un traitement, c'est-à-dire traiter l'hypertension en bloquant le système sympathique. Eh ben, tout le monde va dire, mais bien sûr, c'est la dénervation rénale, on le sait, en faisant une renal denervation, en intervenant sur les plexus sympathiques qui sont au niveau du rein et aux alentours des artères rénales, eh bien, on va bloquer le système sympathique et voici comment ça se passe. Donc, juste un cathéter qui va envoyer de la radiofréquence juste aux abords de l'artère rénale et ça permettra de détruire en quelque sorte le plexus sympathique. Les études avaient commencé il y a bien longtemps, après un début timide, et qui était les premiers mois après avoir prouvé que ça réduit les chiffres tensionnels dans cette étude Simplicity. L'étude a été continuée jusqu'à 3 ans, et vous voyez, c'est la même étude Simplicity, et on nous confirme l'année dernière dans l'ESH que même après 3 ans, la pression artérielle, aussi bien systolique que diastolique, mais surtout la systolique, continue à baisser, et sur le Holter de 24 heures, ça continue également à baisser, même après 3 ans. C'est-à-dire que c'est une efficacité qui fait ses preuves. Aujourd'hui, les indications sont encore, on va dire, limitées, mais heureusement, c'est que dans les études comme celle-là, zéro complication, c'est-à-dire ça encourage beaucoup l'utilisation de cette technique qui au début était pour, on va dire, uniquement l'HTA résistante, mais il y a eu l'année dernière un consortium et un consensus de plusieurs sociétés de cardiologie pour dire que la RDN, on a assez d'expérience et qu'elle ne doit pas être uniquement pour l'HTA résistante, mais elle doit être aussi proposée chaque fois qu'il y a une atteinte d'un organe cible, quand on a un malade qui n'adhère pas au traitement, et vous voyez, ça fait les initiales RDN pour la rénale dénervation. Donc, c'est aussi pour les gens qui ne suivent pas le traitement et aussi pour les gens qui ne tolèrent pas les médicaments. Quand il y a une cause secondaire, en général, l'HTA est résistante, et ce sont un petit peu officiellement ce consensus qui a été proposé. Pour l'instant, il n'est pas encore repris par les recommandations sur l'HTA. On verra, puisque je pense dans 1 ou 2 ans, il y aura, Inch'Allah, de nouvelles recommandations d'HTA dans la société européenne. La deuxième solution pour traiter cette hypertonie sympathique et pour l'hypertension artérielle, c'est l'activité sportive. On en a parlé ce matin avec la rééducation, mais là, c'est le sport. Et je voudrais
qu'on prenne 2 minutes un petit peu pour bien suivre ça. Chaque fois on sollicite un muscle et qu'on fait un travail mécanique, eh bien, il y a une activation de certains récepteurs qui sont des mécanos et des métabolo-récepteurs qui vont envoyer un influx qu'on appelle EPR. Et EPR, ça signifie exercice pressor réflexe. Et c'est une activité qui est sensitive. Elle va envoyer un influx pour dire le muscle est en train de travailler. Eh bien, l'influx monte dans le tronc cérébral et il va activer le système sympathique en passant par la chaîne ganglionnaire paravertébrale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi, quand on fait un mouvement musculaire, on a une activation du sympathique automatiquement, avant même d'être épuisé, avant de solliciter tous les muscles. Dès qu'on sollicite un muscle, on a une réponse sympathique. Voilà. Et l'intensité de cette réponse sympathique va avoir bien sûr des répercussions sur la fréquence cardiaque, le débit cardiaque, on le sait, tout ça. Bon, et elle aura une action sur la résistance artérielle qu'elle va augmenter. Voilà. Voici, si on sollicite un muscle beaucoup, on aura des influx répétés. La fréquence des pulsions est tellement importante qui signifie que l'activation sympathique sera très forte. Et il y a aussi dans le système nerveux ce qui va contrebalancer, eh bien, c'est les barorécepteurs carotidiens. Lorsque cette pression va monter, pression artérielle va monter beaucoup, eh bien, on fera appel au frein vagal grâce aux barorécepteurs. C'est un peu la physiologie. Bien sûr, sous la commande centrale qui va nous dire de contracter ou pas le muscle. Donc, pour reprendre cette diapositive de façon plus concrète et schématique, la contraction musculaire stimule des récepteurs métaboliques et des récepteurs mécaniques. Et regardez bien, lorsque elle stimule les récepteurs métaboliques, plus que les mécaniques, ça va activer le développement de ce qu'on appelle les fibres afférentes non myélinisées du groupe 4. Donc, plus on fait des contractions en stimulant les métabolorécepteurs et plus on a des fibres du groupe 4 qui sont non myélinisées. Et plus on utilise les mécanorécepteurs, on aura des fibres myélinisées. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, puisque les deux vont activer le système nerveux sympathique, on va voir la différence juste après. Regardez. Donc, c'est très simple, contraction musculaire, activation de deux types de fibres, non myélinisées et myélinisées par le biais de deux récepteurs différents. Le résultat est le même, activation sympathique. C'est l'exercice pressor réflexe. Bon, on va mettre ça dans le cadre et pour compléter cette diapositive, slow twitch oxidative muscle, eh bien, lorsqu'on va activer, c'est la réponse à tout à l'heure, lorsque la contraction va utiliser des métabolorécepteurs et le muscle est en situation oxydative, eh bien, regardez, slow twitch, ça veut dire que la réponse sera faible. On aura une faible stimulation des récepteurs et une faible activation sympathique. Si on a notre muscle qui contient beaucoup de cellules qui sont de type oxydatif et qui vont activer les métabolorécepteurs, on aura une faible réponse sympathique. Par contre, si on utilise beaucoup les muscles qui ont des fast twitch glycolytiques, c'est-à-dire que notre muscle contient beaucoup de fibres qui contiennent beaucoup de mécanorécepteurs et ça va activer
les fibres de type 3 et ça va avoir une réponse sympathique très forte. Donc, le message de cette diapositive, c'est que en fonction de notre activité musculaire, on peut développer un muscle où il y a beaucoup de métabolorécepteurs et où l'activation sympathique va être faible. Le sport sera lié à une faible activation sympathique et au contraire, si on a des muscles où il y a beaucoup de mécanorécepteurs et qui ont été le muscle périphérique contient beaucoup de fast twitch glycolytique, eh bien, on aura une réponse très forte, sympathique, et on voit très bien l'activité musculaire, son lien avec le système sympathique. Reste à répondre à une question, comment je peux passer de là à là, c'est-à-dire comment je peux transformer mon muscle de glycolytique en oxydative. Comment je peux modifier mes récepteurs qui sont essentiellement mécaniques en métabolorécepteurs et avoir une réponse sympathique très faible. C'est le bon conditionnement musculaire. Et qu'est-ce qui se passe à l'échelle cellulaire? Eh bien, lorsque on n'utilise que la voie glycolytique anaérobie, eh bien, nos mitochondries sont endormies et elles n'ont aucune action. Et à ce moment-là, eh bien, on sera fast twitch. Par contre, en faisant de l'exercice continu, on va voir quel type d'exercice, eh bien, on va réveiller nos mitochondries où il y aura beaucoup d'activité qui sera aérobique et oxydative. Et donc, on peut activer le sympathique de façon très diminuée. C'est une méthode, l'activité sportive est une méthode pour diminuer notre tonus sympathique intrinsèque qui est chez nous. Et quel type d'activité et quel type de fibres? Vous avez ici celles qui sont oxydatives. C'est une contraction lente. Ils ont beaucoup de mitochondries et c'est des petites cellules musculaires, alors que le type 2, qui est oxydative et rapide, c'est intermédiaire. Celui qui n'est pas bon, qu'on ne devrait pas avoir, c'est celui qui est fast, où il y a très peu de mitochondries et il y a beaucoup d'anaérobie. C'est cela qu'on devrait éviter, c'est cela qui cause l'hypertonie sympathique. Donc, si on fait du sport, il faudrait mieux faire du sport comme ça, qui va développer le type 1, plutôt que de faire du sport comme ça, de type 2. Et la leçon pour le sport, endurance, 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 et de temps en temps, celui du milieu, puisqu'il va développer aussi les fast twitch qui restent oxydatives, et ce n'est pas la peine de faire des sprints, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est pour terminer un petit peu une dernière chose, c'est juste qu'en réduisant le flux sanguin, on peut activer ce pressor, et je passerai pour les 2 minutes qui me restent sur le rôle du parasympathique, parce qu'on ne peut pas parler d'hypertonie sympathique et HTA sans parler de faiblesse du parasympathique. Et cette faiblesse du parasympathique, eh bien, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il faut activer les baroréflexes, ça va permettre de traiter les patients qui ont une HTA, surtout quand l'HTA est résistante. Donc, c'est des travaux qui ont commencé il y a déjà quelques années, et vous voyez qu'on implante ce dispositif pour l'HTA, mais pour l'instant, il n'est pas dans les recommandations. Vous voyez notre travail, baroréflexe activation, thérapie dans le traitement de l'HTA résistante. Plein de choses. Et ma dernière diapo, juste pour dire que quand il y a une HTA, eh bien, les chiffres en général sont augmentés tout le temps, et notre baroréflexe carotidien, et c'est ça la dysfonction du barocarotidienne, notre barorécepteur carotidien,
il en a marre d'être à un certain niveau et que la tension est à un certain niveau. Alors, il stimule, mais à la fin, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide que c'est à lui de réinitialiser, réétalonner, et c'est lui qui va aller vers la normale comme étant la pression artérielle normale, et c'est ça la dysfonction du barorécepteur. Il va être réinitialisé, donc un nouveau zéro, il va accepter des chiffres de tension élevés, et deuxièmement, il va stimuler lentement parce qu'il est malade, il a travaillé trop longtemps. Par contre, c'est ce qu'on appelle resetting of the baroreflex. Par contre, chez une personne qui n'a pas d'hypertension artérielle et qui est face à une situation de stress transitoire où la tension monte, mais juste passager. Par exemple, tout à l'heure, notre système sympathique va beaucoup augmenter avec le match, mais c'est, alhamdoulilah, transitoire. Ça va redescendre par la suite parce que le barorécepteur aura fait son travail. Il aura baissé la tension artérielle. Eh bien, la seule chose, c'est sûr que tout à l'heure, notre système sympathique va être bien ancré, mais la chose qu'on ne comprend pas, pourquoi Google met les probabilités de victoire, Croatie 42, Maroc 31, prolongation 27, franchement, on n'y croit pas. Nous avons notre système sympathique va être à fond, les spectateurs, ceux des joueurs, il va être à fond, parce qu'ils vont faire un effort physique important, et je pense que le monde entier aura un système sympathique pour le Maroc, et vive le Maroc.